Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le jeudi 17 mars. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Les favoris de la 19e édition du championnat du monde de jet ski sont partis en trombe. Dès la première journée, le public a envahi la plage de Viard. La Guadeloupe a pris sa part dans l'exercice caribéen sous le risque de tsunami. Nous irons au Lamentin pour un test grandeur nature. Le 19 mars 1946, les 4 vieilles colonies françaises accédèrent au statut de département d'outre-mer. Du rêve à la réalité, nous reviendrons sur le contexte politique et social de l'époque. Le journal Aurélie Ronce. Et c'est donc parti pour la 19e édition de la Carugette, et ce jusqu'à dimanche sur la plage de Viard à Petit-Bourg. 2 courses étaient au programme aujourd'hui, un contre-la-montre et une course en circuit. Cette compétition internationale de jet ski accueille cette année environ 80 pilotes issus de 8 nationalités différentes. Une mise en jambe donc aujourd'hui pour ces pilotes. Ambiance lors de cette première journée avec Éric Pommier. C'est Jimmy Licaon, catégorie amateur, qui s'est offert la première victoire de la journée, dominant de bout en bout tous ses concurrents dans l'épreuve chronométrée sur le circuit Viard-Saint-Félix aller-retour. Très bien dans l'ensemble, la main n'était pas trop mauvaise, à part au fond. Et puis après, ma machine a chauffé un moment, j'ai dû m'arrêter pendant 40 secondes à peu près, et après repartir, quoi. Mais sinon, j'ai géré ma course normalement, quoi. Amateur, pro, catégorie atmosphérique, tous sont venus relever le défi d'une 19e édition particulièrement convoitée. Nouveauté, une équipe de Chine est présente, rien qui n'effraie les meilleurs, venus avant tout marquer de leur empreinte, une épreuve qu'ils veulent coûte que coûte remporter cette année. On a fait une machine spéciale pour la vague. Manifestement aujourd'hui il n'y en a pas beaucoup, donc ce ne sera pas forcément pour nous. Il faudra se rattraper les jours suivants si ça se lève. Ouais, aujourd'hui on sait que c'est l'étape la plus courte et aussi la plus simple. Les conditions sont au nord, on court le long de la côte vers Petit Havre, donc ça bougera pas beaucoup. On n'est pas favori sur cette étape-là. Normalement c'est plutôt Cyril qui devrait être dans le coup. On va essayer de ménager le matériel tout en prenant pas trop de retard. On revient avec l'état d'esprit de bien figurer cette année quand même, donc, et puis de rentrer, de ne pas se blesser. Carugette cette année, ou la rage de vaincre, comme l'indique le slogan du nouveau millésime. Les pilotes ont 4 jours pour tirer leur épingle du jeu sur un programme varié entre courses en circuit et épreuves d'endurance, le tout amorcé par un départ type 24 heures du Mans. Les gens pensent qu'en fait que la Carugette, c'est quand on jette le plus rapide, tu vas gagner. Non, c'est comme une course de vélo. C'est pas parce que tu as les meilleures jambes que tu vas gagner. Si tu n'as pas un minimum de tête, tu ne gagnes pas la Carugette. Demain, autre programme, plus musclé celui-là, départ plage de Viard, destination Saint-Louis de Marie-Galante, arrivée finale Sainte-Anne pour une grande première, soit 65 km au compteur, pratiquement 2 heures intenses d'effort. Et concernant les résultats de la toute première étape, le contre-la-montre, c'est Alexandre Barré qui est arrivé en tête dans la catégorie pro, suivi des Guadeloupéens Pascal Gounouman et Yann Ponama. Dans la nouvelle catégorie, la catégorie atmosphérique, l'Américain Christ McLecage est arrivé premier, le Guadeloupéen Vincent Thomas est deuxième et Cyril Lemoine troisième. Enfin, dans la catégorie amateur, les 3 premiers sont Jimmy Licaon, Pierre Claret et Fabrice Granger. Alerte rouge tsunami aujourd'hui en Guadeloupe. Je vous rassure, il s'agissait simplement d'un exercice, grandeur nature intitulé Carib Wave qui avait lieu dans toute la Caraïbe. Le but, se préparer à une submersion marine. La ville du Lamentin s'était inscrite à cet exercice. Muriel Barlagne a suivi ce matin un chef de la police municipale qui a activé le poste de commandement. Son reportage. Aux alentours de 10h20, Hugues Gauvindin, chef de service de la police municipale du Lamentin, reçoit un message de la préfecture. C'est une alerte rouge tsunami. On y va. Vous amenez les... Vous me rejoignez à mairie. L'exercice Carib Wave est lancé. Il doit se rendre immédiatement à la mairie. Selon le scénario fictif imaginé cette année, un tremblement de terre de magnitude 8,4 vient de se produire au large du Venezuela. Il a généré une vague de 1 mètre à 5 mètres de hauteur qui se dirige vers les côtes de l'archipel guadeloupéen. Il faut activer le poste de commandement communal, le PC.
Présidé par le maire ou son représentant, il réunit normalement les différents chefs de service de la mairie, la gendarmerie, les pompiers et la police municipale, mais aujourd'hui, ils ne sont pas tous présents. C'est cette équipe qui est chargée d'organiser l'évacuation de la population habitant les zones les plus exposées. Une évacuation qui doit se faire sans voiture vers Bréfort. Cette simulation est l'occasion pour chacun de se rappeler quel est son rôle. Bien, le rôle aurait été justement d'avoir le maximum d'informations sur le comportement de la population et de pouvoir mettre tout de suite en place le dispositif pour orienter la population vers les points où la population devrait se diriger. En tant que police municipale, nous avons surtout un rôle d'information. Donc, si jamais un jour ça se produit, nous aurons à informer immédiatement et rapidement la population sur ce risque. Ici, l'exercice s'arrête là, mais la commune a choisi de le prolonger par une action de sensibilisation. Des agents de la police municipale et des ASVP, agents de surveillance de la voie publique, partent distribuer des livrets d'informations sur les tsunamis. Direction Blachon, une zone particulièrement soumise au risque. Premier arrêt au centre d'élevage et de réintroduction des Lamentins. Maritza Bolamon, ASVP, va à la rencontre de Sébastien Rive, le responsable des installations, de l'élevage et de l'entretien des animaux. Alors, nous sommes sensibilisés sur la question de tsunami au niveau de nos installations, sur la sécurité des installations et des animaux, et sur la sécurité de notre personnel, mais par contre sur les mesures d'ordre général, comment évacuer, usage ou pas du véhicule, se tenir informé, bien évidemment le service municipal de la mairie nous a apporté de bonnes informations et de bons comportements à adopter. Même opération chez les habitants du quartier comme Tiburce, qui est déjà sensibilisé à la question des tsunamis. Un tsunami, c'est de l'eau à monter, la mer à monter. C'est ça. Et vous déjà savez qu'à pour faire si un tsunami a passé? Non, ensuite, on va bien honnêtement toujours temps, là, un tsunami qui a passé, il faut monter en lemon. Un tsunami ne laisse que très peu de temps pour réagir. L'équipe municipale espère que cette journée permettra à tout un chacun d'acquérir les bons réflexes. Il faut atteindre les hauteurs. Un mot de l'actualité nationale avec tout d'abord la revalorisation des salaires des fonctionnaires. Le gouvernement a décidé de donner un coup de pouce en relevant de 1,2% le point d'indice gelé depuis près de 6 ans. Un premier geste jugé insuffisant par la plupart des syndicats. Le dîner annuel du CREFOM se tenait hier soir à Paris. Présent, le Premier ministre Manuel Valls a promis qu'un projet de loi sur l'égalité réelle économique entre les Outre-mer et l'Hexagone serait présenté en Conseil des ministres, si possible avant l'été. Le Premier ministre a chargé la ministre des Outre-mer, Georges Paul-Angevin, et la secrétaire d'État à l'égalité réelle, Erika Barreit, de préparer un projet de loi sur la base des propositions du rapport de Victorin Lurel. 70 ans après la loi sur la départementalisation serait un très beau symbole, a ajouté Manuel Valls. Justement, 19 mars 1946, 19 mars 2016, après un vote unanime des députés, la Guadeloupe comme la Martinique, la Guyane et la Réunion passaient il y a 70 ans de la colonie au statut de département français, un statut obtenu par les 4 vieilles colonies près d'un siècle après l'abolition de l'esclavage en 1848. Retour sur le contexte de l'époque avec Jacques Damprobe. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à cause du blocus de Vichy, la Guadeloupe est au plus mal. La situation économique est catastrophique, les conditions sanitaires sont déplorables et les inégalités sociales persistent. Au plan politique, les mouvances socialistes et communistes sont majoritaires. La gauche réclame une assimilation matinée de spécificité. C'est-à-dire qu'en permanence, depuis des années, on revendique une assimilation pour pouvoir bénéficier du maximum de lois économiques et sociales. Et en même temps, on revendique la spécificité, ne pas toucher à ce qui fait partie des valeurs fondamentales. D'ailleurs, depuis l'époque de René Boisneuf, on entendait déjà parler de la grande patrie, mais à côté de la petite patrie. L'idée que, oui,
on appartient à l'ensemble français, mais on a une petite partie qui a ses qualités propres. Il faut se replacer un petit peu dans notre histoire, d'une relation entre dominant-dominé, et avec 1848, avec Schellcher, on est déjà pour l'extension dans les colonies, non pas de mesures législatives, mais j'ai envie de dire tout un transfert de société. D'ailleurs, dans ce contexte-là, 1848, l'après 1848 n'a pas effacé les tensions. C'est une société encore clivée après l'abolition de l'esclavage, et les gens de couleur qui n'ont pas le pouvoir économique, qui n'ont pas le pouvoir politique, eh bien, vont se servir un petit peu de cette assimilation-là pour pouvoir établir un tampon entre le pouvoir de l'usine et quelque part aussi le pouvoir de l'Église, si je puis dire. En réalité, la départementalisation prend forme véritablement en Guadeloupe avec le retour au pouvoir du général de Gaulle en 1958. Les premiers effets sociaux de l'assimilation se font alors sentir dans la vie quotidienne des Guadeloupéens. Ceux-là même qui avaient choisi, qui avaient vénéré ce modèle d'une assimilation totale, globale, sans exclusive, pour employer un petit peu les mots de Césaire, eh bien, commençaient à déchanter moins 10 ans après, quoi. Donc, le passage de Malraux en Guadeloupe, en Martinique, pour demander le oui à la Constitution, aurait quelque peu accéléré les promesses qui avaient été faites par la départementalisation, et on serait vraiment rentré dans le processus, puisque il y a eu la rénovation urbaine de Pointe-à-Pitre, il y a eu les grosses infrastructures, le lycée de Bainbridge, la route de la traversée, l'aéroport qui a été agrandi, l'arrivée du premier Boeing, l'extension à petite dose, mais quand même des lois sociales. Donc, la véritable départementalisation sociale, elle commence, à vrai dire, là. De l'assimilation totale réclamée par Aimé Césaire à l'Assemblée nationale en 1946 à l'acte 3 de la décentralisation entamée il y a 3 ans, les avis divergent sur les bienfaits ou non de la départementalisation. Bref, on n'a pas fini d'en faire l'inventaire. Et justement, dans une prochaine édition, nous évoquerons l'émergence des oppositions à la départementalisation. En bref, le service de la régie de la préfecture de Basse-Terre a été la cible d'actes de vandalisme. Les faits ont été constatés ce matin. Une plainte a été déposée, une enquête a été ouverte. Conséquence, le service des permis et des cartes grises était fermé au public aujourd'hui. Voilà 8 jours que la récolte cannière a été lancée en Guadeloupe, mais aussi à Marie-Galante. On le sait, avec près de 150 000 tonnes en moins que la précédente, la campagne 2016 ne sera pas exceptionnelle. Il n'empêche, malgré une météo assez capricieuse, les opérations de coupe vont bon train, comme le montre ce reportage réalisé dans le bassin cannier du Nord Basse-Terre par Jacques Damprobe. Les hommes et les machines sont à pied d'œuvre. Nous sommes au Lamentin, au lieu-dit Belle-Vue d'Arras. Cette parcelle de canne, qui fait partie d'un groupement foncier agricole, s'étend sur 14 hectares. Samuel Procter vient d'en faire l'acquisition. Malgré un temps entre soleil et pluie et une modeste estimation de récolte, le planteur n'est pas inquiet. Pour la pluie, non, nous pas tellement inquiétant la pluie qui n'est. Ça, nous plus pas soleil là encore qui la pluie là. Bon, mais côté site, c'est un peu spécial. C'est grâce à Dieu, il a sorti bien là. Parce que si on petit goutte la pluie tombe, on ne peut pas voter quand on côté site. Combien qu'on a côté livré l'année ci pour l'usine Gardel? À peu près 600-700 tonnes. Le fait que tout buté a fait en même moment là, meilleur qu'ici, pour moi, c'est à vie à moi, qu'ici on prend notre entreprise pour couper canne. Pour buter. Ça arrive moins, quand on est là, ça quand même, ça arrive moins de à peu près 30 tonnes d'ici lui, mais c'est un morceau de terre, on a besoin de débarrasser pour moins planter ziyama moins. En tout cas, attendre les meilleures de richesse, mais côté site, sont terres qui a fait en locan, mais pas qu'à fait en gros richesse. Ce sont terres qui entourées avec de l'eau et nappe phréatique est très haut. La coupe de la canne est réalisée par une entreprise de travaux agricoles pour le compte du planteur. Fini la coupe à la main, c'est maintenant l'affaire des machines. Chaque entreprise a un volume de canne à livrer quotidiennement.
Elles sont une demi-douzaine à intervenir dans le Nord-Bastère. José Magdelaine gère l'une de ces sociétés. Nous avons tous, toutes les entreprises, nous avons une liste de clients, une liste d'agriculteurs qui sont fidélisés depuis quelques années, avec lesquels on travaille chaque année. Et cet agriculteur-là fait partie de ma liste de clients pour l'année 2016. Ça va être le cas certainement pour l'année à venir. Ça a été le cas l'année dernière. Donc ici, c'est ma première parcelle. Après, sur la même zone, j'ai d'autres agriculteurs, d'autres planteurs avec lesquels je travaille depuis quelques années, que je devrais, en sortant d'ici, intervenir sur leur parcelle. Sandra Berchel est technicienne à l'UDECAG, la coopérative du Nord-Bastère. Déclaration de surface, dossier d'aide au transport ou à la replantation et bien sûr la récolte de la canne. Elle accompagne les planteurs de bout en bout. La relation est permanente. Depuis 2 ans, c'est l'UDECAG, les SICA en général qui font le suivi de la récolte. Donc on reçoit les planteurs en ce qui concerne les clients pour savoir quel est l'opérateur de coupe pour l'année en question. Et donc on fait le suivi sur le terrain et on établit les listes concernant les opérateurs avec la lettre d'engagement des planteurs et par rapport à ces listes. Donc il y a des commissions qui sont faites en amont de la récolte. Et à partir de ces commissions-là, les éléments sont validés, à savoir le volume de canne à récolter et la répartition par opérateur. Une fois coupée, la canne est acheminée vers le centre de transfert de Béron à Sainte-Rose. Sur place, le tas de canne est pesé. L'opération terminée, les titans prendront alors le relais. Direction l'usine Gardel. Le syndicat mixte d'électricité de la Guadeloupe, le CIMEG, accueillait aujourd'hui la visite de la Compagnie nationale du Rhône. Le but, un éventuel partenariat entre les deux structures. Le CIMEG souhaite en effet passer d'ici peu à 50% d'électricité renouvelable. Les précisions de Karine Gielman. Atteindre 50% d'énergie renouvelable à l'horizon 2020, c'est l'objectif du CIMEG, le syndicat mixte d'électricité de la Guadeloupe. À l'occasion de la visite d'Elisabeth Hérault, la présidente de la Compagnie nationale du Rhône, le premier producteur 100% renouvelable en France, un atelier de travail a été organisé avec les différents acteurs du secteur. C'est la Compagnie nationale du Rhône, qui est quand même un organisme, une société anonyme, qui fait du renouvelable. Ils ont aujourd'hui plus de 470 MW d'énergie renouvelable au niveau national. Donc nous, ici, qui sommes très impliqués dans le renouvelable, ça nous intéresse effectivement de les rencontrer, de voir les bonnes pratiques qu'ils ont, et si on peut éventuellement, comme on dirait chez nous, tenter plus. Nous allons passer notre journée à travailler et regarder effectivement en quoi la particularité de la CNR peut apporter quelque chose au CIMEG. La CNR est une entreprise à capital semi-public et semi-privé. Donc déjà, c'est une entreprise très particulière et je pense que le CIMEG, nous nous ressemblons. Voilà, nous sommes très ancrés dans les territoires. Nous avons beaucoup de collectivités, nous avons 183 collectivités au capital de la CNR. Et donc, c'est naturel qu'on rencontre le CIMEG. Un partenariat qui, s'il voit le jour, devrait accompagner la Guadeloupe vers l'autonomie énergétique d'ici 2050. On en vient à notre tour d'horizon de l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Nous irons ce soir au Brésil où de nouvelles manifestations ont eu lieu contre la nomination de Lula au gouvernement. Des manifestants qui réclament d'ailleurs la démission de la présidente. Il sera également question d'un nouveau rebondissement dans l'affaire de paternité présumée du président bolivien Evo Morales. Voici la Minute Caraïbe. Brésil, Lula et Dilma dans la tourmente. Le juge fédéral Sergio Moro, en charge de l'enquête sur le scandale de corruption Petrobras, a mis le feu aux poudres en rendant public l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre la présidente Dilma Rousseff et Lula, intervenue peu après la nomination de ce dernier au gouvernement. Sur cet enregistrement qui fait le buzz, on y entend la présidente informer son ex-homologue de la parution prochaine de son décret de nomination, mais elle l'avertit de ne s'en servir qu'en cas de nécessité. Cet extrait a été largement interprété comme la confirmation d'une conspiration entre les deux personnalités. Ce rebondissement a provoqué un tollé au Congrès des députés et au Sénat, où les parlementaires de l'opposition, furieux, criaient le poing levé « Démission, démission ». Des milliers de Brésiliens indignés ont afflué dans les rues de Brasilia et dans la capitale économique de Sao Paulo.
Des concerts de casseroles ont retenti dans les quartiers aisés de Rio de Janeiro. La présidence a riposté en annonçant que des mesures judiciaires et administratives seront prises pour réparer la flagrante violation de la loi et de la Constitution commise par le juge Moro. L'opposition, quant à elle, dénonce un aveu de culpabilité et une gifle à la société et prédit la destitution prochaine de Dilma Rousseff. Caraïbes, renforcement des fonds financiers. L'Argentine, le Paraguay, le Pérou, la République dominicaine, l'Uruguay et le Venezuela ont signé un accord en capital de 1865 millions et 700 000 $ versés à la Banque interaméricaine de développement. Le président de la banque informe que cette augmentation de capital envoie un message fort aux marchés internationaux et contribue également à l'amélioration de la compétitivité des ressources financières offertes aux pays membres. Ce fonds interaméricain a pour objectif de soutenir les projets qui stimulent la croissance économique, la transformation productive, l'inclusion sociale, la durabilité environnementale et la promotion de l'intégration régionale. Avec cette augmentation, l'entité latino-américaine prévoit d'approuver les opérations d'environ 100 000 millions de $ dans les années à venir pour les pays latino-américains où seuls se greffent les îles anglaises de Barbade et de Jamaïque. Bolivie, sordide chantage. Nouveau rebondissement dans l'affaire de paternité présumée du président Evo Morales. Le vice-président bolivien Alvaro García Linera a déclaré que Morales a été dupé sur la naissance de son présumé fils. Le procureur général a en effet révélé que l'ancienne partenaire du président, Gabriela Zapata, a présenté un faux certificat de naissance, que son enfant n'est jamais né et que Gabriela Zapata n'a jamais été admise à la maternité. Le vice-président informe que cette manipulation viendrait de la droite opposante au régime qui aurait payé des faux témoignages pour mettre à défaut le président en place. L'ex-compagne du président, Gabriela Zapata, est détenue dans une prison de La Paz depuis la fin février, accusée de divers crimes économiques auxquels s'ajoutent aujourd'hui des mensonges matériels et la falsification de documents d'État. Les soutiens d'Evo Morales attendent qu'elle soit condamnée à au moins 40 ans de prison pour avoir menti non pas seulement au président, mais à l'ensemble des Bolivariens. Retour en Guadeloupe et on va parler de culture avec cette exposition à découvrir en ce moment au Mémorial Act. Elle est intitulée Zoo humain, l'invention du sauvage. Il s'agit en fait d'une version itinérante de l'exposition visible au musée du Quai Branly à Paris. Visite en compagnie d'Anne-Elisabeth Artsen. Entre 1810 et 1945, plus d'1 milliard de personnes assisteront aux exhibitions humaines d'environ 35 000 figurants dans le monde entier. Après le Quai Branly, l'exposition est désormais visible chez nous. On montre comment ces personnes sont mises en scène pour les montrer sauvages, pour les montrer exotiques, pour les montrer inférieurs, donc sans civilisation. À travers la vingtaine de panneaux que nous présentons, et ce que l'on apprend, c'est que en fait, ces personnes sont des professionnels, sont payés. Les villages il y a des décorateurs qui mettent en scène cette sauvagerie présumée. Les indigènes sont payés pour qu'ils acceptent de venir, il faut les payer. Donc tout ça, c'est une grande supercherie, mais qui va, bon an mal an, sur 150 ans, rassembler environ 1 milliard de personnes. Jacques Martial, président du Mémorial Act, avait particulièrement à cœur d'accueillir cette exposition. Oui, il s'agit vraiment d'une exposition extrêmement importante dont on est très fier, dont je suis très fier personnellement, mais je crois toutes les équipes. Nous sommes très très fiers de pouvoir l'accueillir et la présenter au public guadeloupéen après qu'elle ait été vue par près de 50 000 personnes au musée du Quai Branly à Paris. Voilà, c'est le travail que nous essayons de faire ici également au Mémorial Act. Ce jeudi, l'historien Pascal Blanchard animera une conférence débat avec des échanges croisés de Chantal Loyal et Bruno Pédurand autour des questionnements et les mutations liées à l'image de l'homme. Cette exposition est visible au Mémorial Act jusqu'à la fin de la semaine, mais pourrait bien être prolongée au vu de son succès. Cette édition touche à sa fin, mais avant, un mot sur vos prévisions météo pour demain matin, retour d'un temps plus sec, puisque tout le monde devrait avoir le droit à un très beau soleil. Les températures seront comprises entre 24 et 26 degrés.
C'était le journal d'Alizé. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, votre rubrique sportive Minute Sport suivie du journal de TF1. Votre soirée sur Alizé, un téléfilm Captive. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour toute l'actualité locale et régionale. Excellente soirée sur Alizé.